Dans, dans la présente capsule, on va regarder l'énergie du mouvement harmonique simple et surtout sa conservation. Dans le mouvement harmonique simple, on néglige l'amortissement. On va quand même après, et on va faire un ou deux exercices pour voir comment appliquer cette loi de conservation. On va quand même à la fin parler de la réalité, on va parler du mouvement harmonique amorti, de même qu'on va parler d'un phénomène extrêmement important qui est celui de la résonance. Donc, commençons ici à la section 1.3 par la conservation de l'énergie dans le MHS. Je vais le démontrer tout à l'heure. On va en faire la démonstration d'un document que je vous ai rendu disponible. L'énergie demeure constante, est égale à 1 demi, par exemple pour un système masse-ressort, fois la constante de rappel du ressort, fois le carré de l'amplitude. On va retrouver la même dépendance avec le carré de l'amplitude, mais également avec le carré de la fréquence angulaire au prochain chapitre quand on va parler des ondes. Mais ici, on montre le cas, par exemple, d'une masse qui oscille par rapport en interaction avec un ressort par rapport à sa position d'équilibre. L'énergie va constamment, va rester constante. Sa valeur va être donnée par l'expression qui est ici. Le XM, l'amplitude, cette amplitude-là, elle aurait été mise dans le système par quelqu'un ou un moteur qui a soit comprimé le ressort, soit allongé le ressort. Le ressort ne va pas ensuite dépasser cette amplitude-là. Il y aurait, pour ce faire, il faudrait qu'il invente de l'énergie. Conservation de l'énergie proportionnelle au carré de l'amplitude. Voyons un peu de quoi il s'agit, puis on ira regarder l'exemple 1.6 après avoir vu la démonstration de ce phénomène, de cette loi de conservation. Or, si l'énergie est constante, et on sait que l'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Ça veut dire ce que si on regarde ici la courbe de l'énergie qui est en jaune, l'énergie potentielle, alors que l'énergie cinétique est en bleu, on voit que lorsque l'énergie potentielle est un minimum, toute l'énergie est sous forme d'énergie cinétique. Lorsque l'énergie potentielle est à un maximum, toute l'énergie est sous forme d'énergie potentielle et il ne reste aucune énergie cinétique. Dans le cas concret d'un ressort, l'énergie potentielle est toujours égale au carré de la déformation, donc 1 demi x carré. Plus le ressort est soit comprimé ou soit allongé, plus l'énergie est sous forme potentielle. Lorsque la masse passe à x égale 0, c'est-à-dire à l'équilibre, il n'y a donc plus aucune déformation dans le ressort. Par conséquent, on est dans la condition où l'énergie potentielle est 0, mais par la loi de conservation, ça veut dire que tout est sous forme d'énergie cinétique. Lorsque la masse est ici en pleine compression, la force est maximale. On a dit que l'accélération est proportionnelle au carré de la déformation. Lorsqu'on est à la déformation maximale, la force est maximale. Le ressort va produire un travail sur la masse et lorsqu'elle va passer ici, le ressort ne peut plus faire aucun travail parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de déformation. Mais par inertie, la masse a son maximum de vitesse. Elle va ensuite échanger cette énergie cinétique pour faire un travail sur le ressort et il va s'accumuler de plus en plus d'énergie potentielle dans le ressort. On va aller regarder une discussion que j'ai faite de cet exemple, de la démonstration, d'abord, la démonstration de l'énergie cinétique, la conservation. Bon, l'énergie mécanique, c'est la somme de cinétique et potentiel. L'énergie cinétique, 1 demi mv carré, utilisant notre équation pour la vitesse qui est moins w xm sinus, on met ça au carré, donc l'énergie cinétique est donnée par cette expression ici. L'énergie potentielle pour le ressort, 1 demi kx carré, on connaît notre expression pour x, c'est x cosinus.
Or, l'énergie potentielle, 1 demi K XM cosinus carré. On additionne les deux. Et là, on va vouloir encore modifier l'équation pour utiliser le fait que le sinus carré plus le cosinus carré est égal à 1. On remarque que le W carré qui est ici, pour le ressort, est égal à K sur M, et on remplace le W carré par K sur M qui fait disparaître la masse, et on voit ici que le 1 demi KXM au carré peut être mis en évidence, et on a en effet démontré que l'énergie est égale à 1 demi KXM au carré. Pour le pendule ou pour d'autres formes de mouvement harmonique simple, la démonstration suivrait la même démarche, mais on aurait évidemment d'autres définitions pour W carré. Je vais aller regarder avec vous l'exemple 1.6 qui est en page 18 de votre manuscrit. Alors, dans cet exemple-là, on a un bloc de 400 grammes qui est attaché à un ressort, peut glisser sur une surface sans frottement. On tire le bloc d'une distance 70,5 cm. Bon, on l'a tiré de 70,5 cm. Il ne pourra jamais dépasser cette distance-là par rapport à l'équilibre. Le ressort ne peut pas s'étirer lui-même. On le laisse aller. Le bloc revient à sa position initiale après 1,10 secondes. Il est revenu à sa position initiale. Il a donc fait une période complète. Et on demande à quelle position le module de la vitesse du bloc est-il de 2,50 mètres secondes. Bon, ici sont les données du problème. L'énergie est toujours la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et en tout temps, la somme doit être égale à 1 demi KXM au carré. On a le chiffre pour XM, on a la masse, on a tout ça. OK. Alors, on cherche les positions pour lesquelles la vitesse peut être 2,5 mètres par seconde. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les chiffres ici. On va voir X est égal à plus ou moins XM, moins le K est relié à la fréquence angulaire, et fréquence angulaire est reliée à la période. Donc, on peut réécrire ceci, introduire les chiffres, et on aura trouvé deux possibilités pour la position. Plus ou moins 70,5 cm. Et ça, c'est les deux possibilités dans le cycle. On passe deux fois à la même place. Je voudrais aussi regarder avec vous quelques autres exercices. D'abord, premièrement, la question 28 en page 37. Alors, dans la question 28, on demande, on fournit une figure, il y a trois courbes possibles qui représentent l'énergie potentielle en fonction de la position pour trois systèmes différents, bloc et ressort. Classer les systèmes selon un ordre croissant du module de la vitesse maximale. Bon, lorsque la vitesse est maximale, ça nous donne l'ensemble de l'énergie cinétique. Par contre, lorsque la masse sera à ses positions maximales, soit plus XM ou moins XM, toute cette énergie cinétique-là aura été convertie en énergie potentielle. Par conséquent, la courbe ayant l'énergie potentielle maximale à XM, sera celle aussi qui aura eu la vitesse maximale qui aura correspondu à l'énergie cinétique maximale. Donc, en fait, les courbes, la courbe 1 a le maximum de potentiel, la courbe 2 suit après, et la courbe 3 suit ensuite. La fréquence angulaire. Bon. La fréquence angulaire est reliée à la vitesse maximale par vitesse maximale égale WXM. Donc, pour la même
pour le même XM, la fréquence angulaire maximale sera également celle qui donnera l'énergie cinétique maximale. Donc, en fait, les courbes sont représentées exactement dans le même ordre. Je vais aller regarder un autre exercice avec vous qui est à la page 38. C'est l'exercice 32. Un système bloc-ressort AC avec une amplitude XM et une fréquence angulaire W. À un instant donné, l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. Et là, on demande quelle est la position du bloc, quel est le module de la vitesse du bloc. On va aller regarder la solution que je vous en ai écrite. On va toujours utiliser le fait que K plus I donne toujours un demi-K XM au carré. Par conséquent, si à un certain moment donné, on a K égale U, ça veut dire que K contient la moitié de l'énergie totale, de même que U doit contenir la moitié de l'énergie totale, donc chacun des deux doit équivaloir à un quart de kxm au carré. Par conséquent, l'énergie potentielle étant 1 demi kx au carré égale à un quart kxm au carré, on peut résoudre pour les deux positions possibles de x. De même pour la vitesse est 1 demi mv carré, et elle doit être égale, l'énergie doit être égale à un quart de kxm carré, et on va aller de nouveau isoler V. On va utiliser le fait que W au carré est égal à K sur M, et on trouve les deux valeurs possibles de V. Donc ici, ce qu'on doit retenir, c'est cette règle-là, que l'énergie totale va toujours être proportionnelle au carré de l'amplitude du mouvement. Pour terminer, je voudrais regarder avec vous le mouvement harmonique non simple, le mouvement harmonique amorti. Dans la nature, dans la réalité, il y a toujours des pertes dues à de la friction ou principalement aux résistances du milieu. En réalité, au lieu d'avoir un XM constant, l'amplitude va dépendre du temps et on ne fera pas la démonstration, mais en réalité, cette amplitude-là va aller décroissante selon une exponentielle décroissante avec un coefficient d'amortissement qu'on appelle gamma. La fréquence propre aussi, qui était la racine carrée de K sur M, va être légèrement affectée, va être diminuée en raison de cette perte d'énergie qu'on rencontre. Dans un examen, il n'y aura pas de questions de calcul, mais il peut y avoir des questions qualitatives sur les deux, sur le mouvement harmonique amorti, de même que sur la résonance que je vais aborder tout de suite après. Bon, qu'est-ce que la résonance? Jusqu'à maintenant, on a regardé le cas d'une masse qu'on met en mouvement et qu'on laisse aller, soit verticalement, horizontalement. Ça aurait pu être la même chose d'un pendule. On l'élève dans le champ de la gravité et on le laisse aller. Mais qu'est-ce qui arrive si, au lieu de laisser aller la masse, si on l'entretient son mouvement? Si un piston pousse sur la masse, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qui va arriver, c'est que pour la même force d'excitation du mouvement, on va avoir un résultat plus ou moins efficace. Mais si on excite le mouvement, si la force d'entretien est exactement à la fréquence propre du système, mettons la fréquence angulaire racine carrée de K sur M pour un système masse-ressort, alors pour la même force d'entretien, on va avoir un maximum d'amplitude dans le mouvement, et c'est ce qu'on appelle la résonance. Lorsque la force d'entretien ou d'entraînement arrive exactement à la fréquence pure du système, on va avoir un maximum d'effet. Vous connaissez un peu cet effet-là si vous avez déjà poussé un enfant sur une balançoire. On sait que si on pousse au bon moment, une balançoire, c'est un pendule, c'est un mouvement harmonique simple.
On n'a pas besoin de donner de grandes poussées, mais le mouvement va aller en s'amplifiant constamment. Ce genre de phénomène-là est extrêmement important dans la nature, mais plus encore dans notre façon de concevoir, dans l'ingénierie, notre façon de concevoir, que ce soit un pont, je vous en montrerai un exemple quand on parlera des ondes stationnaires au prochain chapitre, le pont de Tacoma qui s'est effondré, mais de même façon, quand on conçoit et construit des gratte-ciels, ou n'importe quel bâtiment maintenant, on doit s'assurer, en choisissant correctement la forme et le type de matériaux qu'on va utiliser, on doit s'assurer que ce bâtiment-là n'entrera pas en résonance avec des modes possibles de transmission d'un séisme. On fait la même chose, par exemple, j'ai déjà eu dans ma carrière à travailler sur des projets dans lesquels on voulait monter des systèmes optiques sur des hélicoptères. On doit s'assurer que s'il y a des pièces mobiles dans le système optique, que ces pièces-là n'excitent pas des fréquences qui soient celles, par exemple, qui est typique des hélicoptères, le 400 Hz, qui est relié au mouvement des pales de l'hélicoptère. C'est la même chose pour un sous-marin. J'ai déjà eu à travailler sur un projet dans lequel on montait un radar à bord d'un sous-marin et il fallait garantir que les pièces de la structure du radar n'entrent pas en résonance à une fréquence de 33 Hz. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a ce choc-là à 33 Hz, et là, le radar commence à perdre ses boulons et tout. Or, ce sont des phénomènes extrêmement importants auxquels l'ingénieur, l'architecte sont confrontés et doivent savoir comment répondre. Or, ceci va mettre fin à notre chapitre 1 sur le mouvement harmonique simple. Notre prochaine capsule va nous introduire justement au domaine des ondes mécaniques. Donc, pour le mouvement harmonique simple, on regardait une oscillation à un endroit donné, quelque chose qui vibrait en fonction du temps. Pour les ondes, ce sera plutôt cette déformation-là qui se propage dans l'espace et dans le temps. Alors, à la prochaine capsule.